Daniel Obono. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, j'ai 3 questions à vous poser. La première sur la situation générale des prisons en Outre-mer et sur le problème que pose l'absence de suivi et de surveillance, puisque les prisons sont un lieu de privation de liberté et néanmoins les droits des personnes détenues doivent être respectés, les droits humains, les droits sanitaires. Et en ce moment, aucune visite parlementaire ou de visite de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté ne sont possibles. L'inspection de la justice n'intervient pas. Donc, comment remédier à cette situation de suivi et de garantie pour les droits des détenus que les directions des établissements, en fait, ne peuvent pas assurer seules. Le deuxième point porte sur la situation à Cayenne. Il y a eu un début d'émeute le 1er avril dernier. Je voudrais avoir des précisions sur les suites, sur les réponses, et rappeler quand même que c'est un centre pénitentiaire où il y a une forte surpopulation. Je l'ai visité moi-même en 2018. En janvier de cette année, on comptait 656 détenus pour 616 places, avec des taux de surpopulation de 136 à 147%. L'ordonnance signée là en mars dernier, en mars-avril, permet la libération des fins de peine de manière anticipée, mais prolonge automatiquement les détentions provisoires. Donc en fait, ça ne va pas changer, ça risque de ne pas changer grand-chose, et donc notamment pour ce qui concerne les maisons d'arrêt. Et donc, je voulais vous interpeller et avoir des précisions sur la situation dans le centre pénitentiaire. À ce propos. Et troisième point, sur la situation en Guadeloupe, je rejoins les interpellations de notre collègue Bénin, puisque sur la situation à BMAO, d'abord parce que ce sont des demandes des représentants des personnels sur les masques, et je pense que c'est une discussion plus large sur la nécessité de réviser la doctrine en ce qui concerne les masques, des représentants des personnels qui indiquent qu'il y a une distribution pour le moins aléatoire, le fait que ce ne soit pas distribué, ce soit distribué uniquement aux surveillants et surveillantes en contact avec les détenus dans des lieux clos comme les prisons, et cette doctrine semble quand même fort limitée. Et sur la situation en Guadeloupe également, la question de la prime, je renouvelle puisque vous nous avez rappelé les conditions de cette prime exceptionnelle, mais là aussi, les représentants des personnels rappellent qu'avec un gel des salaires depuis plus de 10 ans, c'est une revalorisation des salaires qu'il faudrait, et ils veulent des consignes claires sur l'attribution en fait de cette prime, et que les choses soient y compris pensées pour qu'il n'y ait pas simplement des primes exceptionnelles, mais une véritable revalorisation. Merci Daniel. Monsieur le député Jean-Hugues Gratteneau a la parole. Jean-Hugues? Oui, merci. Oui, je suis là. Oui. Très bien. On t'entend. Oui, merci, Monsieur le Président. Jean-Hugues, on ne te voit pas. On ne me voit pas? Non. Normalement, c'est bon. Parfait, là, on te voit. Ah, d'accord. Vous m'entendez, vous me voyez, c'est bien. Merci, Monsieur le Président, Olivier Servan, Madame la ministre, mes chers collègues. Je voudrais aborder la question des tribunaux et prisons en Outre-mer et dire qu'ils sont structurellement défavorisés et en retard par rapport à l'Hexagone. Nous manquons de moyens, et notamment à La Réunion, par exemple, le contrôleur général des lieux de privation de liberté indiquait qu'en 2014, que la prison du Nord ne respectait pas le droit fondamental à être placé dans une cellule individuelle. En condition d'épidémie, ce droit est évidemment d'autant plus pertinent qu'il permettrait de ralentir une éventuelle diffusion du virus. Dans ses observations, il indiquait aussi que la salle de consultation médicale du quartier des femmes n'était pas adéquate pour recevoir le matériel médical.
Qu'en est-il aujourd'hui, Madame la Ministre, alors que ces équipements sont d'une nécessité particulièrement importante durant cette période de crise? Et pour appuyer ma collègue Obono, autre point, je sais qu'aussi là, mon collègue parlementaire Hugo Bernalicis a dans un premier temps été empêché de visiter une prison qu'il a dû saisir le tribunal administratif pour pouvoir faire appliquer son droit de visite qui est dû à tous les parlementaires. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous assurer que tout est désormais mis en œuvre pour que les députés puissent visiter les prisons dès aujourd'hui? Pouvez-vous également nous assurer que les moyens sont mis à disposition des parlementaires pour que toute contamination soit évitée pendant ces visites? Et j'avais un autre point, mais ça a été abordé par mon collègue David Lorion et Madame la Ministre a apporté des solutions. Mais juste dire que effectivement, on a baissé le taux d'occupation, mais malgré les 96% de taux d'occupation, j'estime que cela est beaucoup pour une prison où les conditions de détention sont indignes. Je vous remercie. Merci, nos 3 députés. Merci, Monsieur le député Servat. À Madame la députée Obono, vous me posez, Madame la députée, 3 questions. La première porte sur le contrôle exercé par les parlementaires ou par les autorités administratives indépendantes sur les lieux de privation de liberté. Je dois vous dire qu'il n'a jamais été question dans mon esprit d'interdire l'accès des lieux de privation de liberté, quelles que soient les situations, aux élus, ni même à la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Donc, sur les élus, il va de soi que les élus peuvent se rendre dans les lieux de détention, mais ils doivent s'y rendre en respectant les consignes de sécurité sanitaire, c'est-à-dire à la fois avec la question des masques, et puis évidemment en n'arrivant pas avec une cohorte de journalistes avec eux. Donc, un député s'est récemment rendu dans une prison dans le nord de la France. Il l'a fait, je crois, avec un journaliste. Il était masqué, c'était très bien et il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Soyons clairs, il est impossible et impensable dans mon esprit d'interdire à un représentant de la nation l'accès à un lieu de privation de liberté. La deuxième entité que vous évoquez, c'est la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Ma réponse est la même. Il n'est pas possible, évidemment, d'interdire, ni possible ni souhaitable, d'ailleurs, d'interdire cet accès. Et donc, nous avons mis en place des visites. D'abord, Madame la contrôleure peut se rendre quand elle le souhaite dans un établissement. Et par ailleurs, elle peut, par téléphone, dans le cadre d'un protocole qui a été mis en place, elle peut faire des vérifications téléphoniques. C'est un point qui a été vu avec elle. Je tiens à le réaffirmer très clairement. Très clairement, il n'est pas possible d'interdire les lieux de privation de liberté à qui que ce soit, qui est soit un représentant de la nation, soit l'autorité administrative de contrôle. Mais évidemment en respectant les conditions de sécurité sanitaire. Le deuxième point que vous évoquez porte sur la situation de Cayenne, à Cayenne de Remire-Montjoly. Vous me demandez quelles sont les suites de Remire, de l'incident qui s'est déroulé à Remire le 1er avril. Alors d'abord, il faut savoir que nous avons effectué les travaux à la suite de cette mutinerie. Les dégâts avaient touché 2 bâtiments en détention et donc nous avons à la fois réaffecté les détenus sur un autre secteur de la détention et effectué les travaux. Ces travaux devraient être terminés cette semaine, donc le bâtiment, il l'est peut-être déjà, le bâtiment devrait être opérationnel vraiment dans les jours qui viennent. Sur les sanctions à l'égard des personnes détenues, nous avons d'une part effectué des transferts par mesure d'ordre qui sont en cours d'instruction contre les instigateurs de cette mutinerie. Et il y a également des poursuites pénales puisque un certain nombre de détenus
ont été renvoyés devant la juridiction et devraient passer en jugement le 28 avril. Et d'autres ont été également placés en garde à vue. D'abord, certains, pour terminer, sont allés au quartier disciplinaire. Voilà donc ce que je vous souhaitais dire. Je ne sais pas si j'étais très claire. Donc, les travaux de rénovation d'une part, ensuite des transferts qui sont à l'étude, et enfin des mesures, des sanctions pénales, et enfin encore des mesures disciplinaires à l'intérieur de la prison. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet-là. Vous m'interrogez également… La surpopulation, excusez-moi. La surpopulation à Remire. La surpopulation, alors à Remire, nous avons une capacité d'accueil de 616 détenus. Au 16 mars, il y en avait 721 et au 20 avril, il y en avait 649. Donc nous sommes encore légèrement au-dessus de notre capacité d'accueil. Mais voilà, nous sommes encore légèrement au-dessus de notre capacité d'accueil. Je dois également répondre à votre question sur la détention provisoire. Simplement pour vous dire, je ne reprends pas les explications que j'ai eu l'occasion de donner au Parlement, simplement pour vous dire que les mesures que nous avons prises qui prolongent de plein droit les délais de reconduction de la détention provisoire sont des mesures temporaires. D'une part, elles sont liées à deux éléments. D'abord au fait que, comme nous sommes en période de confinement, les magistrats n'étaient pas présents au tribunal, et donc c'est la conséquence de ces mesures de confinement. Et d'autre part, il était important que nous prenions ces mesures pour éviter des remises en liberté automatiques lorsque des débats ne se seraient pas tenus. Je tiens ainsi à préciser que la détention provisoire concerne des personnes qui ont une réelle dangerosité, puisque, simplement pour vous donner un ordre d'idée, sur 15 000 personnes placées en détention provisoire, il y en a 10 000 qui le sont pour des faits criminels et 5 000 pour des faits de nature correctionnelle. Donc c'est un point important. Ces mesures que nous avons prises sur la détention provisoire, nous entendons y mettre fin dès lors que le confinement sera terminé et dans les délais les plus rapprochés de la date de fin de confinement. Nous sommes donc en train de préparer une ordonnance en ce sens pour que ces mesures qui, je le répète devant vous, étaient provisoires et étaient uniquement la conséquence des plans de continuation d'activité dans les juridictions, pour que ces mesures prennent fin le plus tôt possible. Enfin, vous m'interrogez sur BMAO. Je ne souhaite pas reprendre ce que j'ai dit depuis ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous m'interrogez plus spécifiquement sur deux sous-questions. Vous me dites que la distribution des masques est aléatoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous dites cela. S'il y a une difficulté, je vais demander à la mission Outre-mer de se rapprocher du chef d'établissement. Mais les distributions de masques se font de manière très précise, très régulière, pour les agents qui sont en contact étroit et rapproché avec les personnes détenues. La règle est la même partout et donc je ne vois pas pourquoi elle s'effectuerait différemment à BMAO. Mais enfin, Madame la directrice de la mission Outre-mer va évidemment vérifier ce qu'il en est. Enfin, vous m'interrogez sur la prime pour les personnels qui ont travaillé dans notre ministère pour prendre en charge cette situation particulière. Je ne reprends pas ce que j'ai dit sur la prime exceptionnelle tout à l'heure. C'est une prime exceptionnelle qui sera attribuée en raison des situations particulières liées à un travail et à des sujétions particulières. Donc c'est sur cette base-là, théoriquement, que nous allons réfléchir, mais un décret est en cours de préparation. Il n'est pas encore édicté et donc il m'est difficile à ce stade de vous en dire davantage car il s'agit évidemment d'une question éminemment interministérielle. Voilà ce que je souhaitais dire. Monsieur le député Ratenon, vous m'interrogez à la fois sur les députés qui peuvent visiter les prisons. Je crois vous avoir répondu de ce point de vue-là en répondant à Madame Obono et je n'ai donc rien d'autre à ajouter. Et vous m'interrogez également sur le manque de moyens.
Je ne sais pas si je n'ai peut-être pas été suffisamment attentive à votre question et je ne sais pas si c'est un manque de moyens dans les juridictions, dans les établissements pénitentiaires auxquels vous faisiez état. Je puis vous assurer en tout cas que aussi bien la direction des services judiciaires que la direction de l'administration pénitentiaire est très attentive à traiter de la manière la plus équitable ces juridictions en prenant en compte les spécificités dans lesquelles elles inscrivent leur action. Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur le député Servat, sur ces sujets-là.